Au moins, on est sûr que c'est pas, les espions de la NSA et qu'ils font pas ça discrètement. Hem, donc le, voilà, donc aujourd'hui, je vais intervertir les 2 cours. Donc je vais faire un cours sur ce que c'est un problème philosophique. C'est vrai, en tout cas, on le saura jamais. Hem, donc voilà, je vais faire un cours sur ce que c'est un problème philosophique, hein, donc sur, la base de ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous allez voir, ça se suit logiquement. Et la semaine prochaine, je vous donnerai la deuxième partie du cours sur l'argumentation où j'essaierai d'examiner quelques grands exemples de problèmes philosophiques. Alors, par rapport aux exercices à faire pour la semaine prochaine, donc ça ne change rien, vous faites ceux qui étaient annoncés dans le programme. En revanche, si vous pouvez, essayez de lire la lettre à Ménécée, en plus. Hein, la lettre à Ménécée. Oui, bon, Baptiste, je vais faire mon cours, et peut-être que parce que là, je peux pas faire à la fois répondre à un chat et en même temps faire mon cours. Donc pour l'instant, je vais suivre ma ligne. Hem et donc je vous marque juste quand même la référence à Ménécée de Épicure que vous devez connaître et donc ce que vous pouvez essayer de faire, si vous voulez préparer le cours de la semaine prochaine, c'est d'essayer de, dégager les arguments d'Épicure. Hein, dégager les arguments d'Épicure. Après on va le travailler ensemble le texte la semaine prochaine. Mais voilà, si vous voulez vous préparer et suivre mieux le cours, je vous conseille de faire ça. Alors, serait-il possible d'avoir la méthodologie et des exercices pour mettre dans le bain, monsieur? Alors, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même, vous avez des exercices, chaque semaine. Ah, donc j'espère que vous êtes déjà dans le bain. Voilà, donc si vous venez juste d'arriver, regardez sur le forum, du cours et là, il y a déjà des exercices pour les semaines, que vos camarades ont fait les semaines précédentes. Donc refaites ces exercices-là. Vous pouvez même, le forum est encore ouvert, donc vous pouvez encore ajouter votre réponse, hein, pour chacun des, exercices qui a été distribués. Et faites attention, il y a un document qui s'appelle «Programme» où il y a tous les exercices pour chaque cours. Donc comme ça, j'ai pas besoin à chaque fois de vous redire ce que vous devez faire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc l'objectif du cours d'aujourd'hui, ça va être de présenter ce que c'est un problème. Alors je vais d'abord, partager mon PowerPoint. Comme toujours, c'est le moment le plus compliqué pour moi du cours. Alors, tac, voilà, ça. Ah oui, donc là j'ai fait une erreur. Truc, voilà, comme ça. Je vais éteindre. Voilà, donc l'objectif, du cours d'aujourd'hui, c'est, d'essayer d'expliquer ce qu'on appelle problématiser dans une dissertation et également, d'ailleurs quand vous commentez un texte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle problématiser? C'est le fait de poser un problème. Dans une, dissertation, poser le problème, c'est l'objectif de l'introduction, hein. L'objectif numéro un d'introduction, c'est de poser un problème. Bon, enfin, il y a 2 objectifs, analyser le sujet et poser le problème. Mais ce qui fait que vous allez avoir plus que 10 ou moins que 10 à une dissertation, c'est, le fait que vous ayez ou pas posé le problème. Donc poser le problème, c'est vraiment la capacité fondamentale, essentielle qu'il faut que vous acquériez dans une dissertation et ce qui définit, la dissertation, philosophique. Alors on a déjà vu un petit peu la notion de problème en travaillant sur, j'essaie de vous diminuer, voilà. En travaillant sur, donc Socrate, heu, mais bon, je vais essayer d'expliquer plus clairement ce que c'est poser un problème et donc ce qu'il faut que vous fassiez dans une dissertation. Notamment dans l'introduction et donc au brouillon, en fait, votre réflexion au brouillon avant de rédiger votre dissertation, elle doit viser à trouver le problème et ensuite à résoudre le problème. Hein, donc si vous voulez, une dissertation, elle consiste à faire 2 choses, poser un problème, résoudre le problème. Alors on va voir comment on peut faire les 2. Encore une fois, j'essaye de construire la méthode pas à pas. Donc pour l'instant, vous n'allez pas avoir réponse à toutes les questions, mais j'essaye de donner d'abord un schéma général des différents éléments qui constituent la dissertation et ensuite on affinera. Alors qu'est-ce que c'est un problème? D'abord, exactement comme, quand vous travaillez sur une question,
en philosophie et puis d'ailleurs en général, il faut d'abord vous demander si, la question n'est pas ambiguë. C'est la première chose qu'on fait, quand on travaille sur une question, on se dit: «Mais est-ce que finalement la question n'est pas ambiguë?» donc il faut la désambiguïser. Donc le mot, problème dans la question «Qu'est-ce qu'un problème?» est ambigu. Hein, quand on dit: «J'ai un problème», qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire soit que j'ai un trouble psychologique, soit, ça signifie que, il y a quelque chose qui m'empêche de satisfaire un désir. Donc c'est un premier sens du mot problème qui n'est pas entièrement pertinent ici, qu'il est un petit peu, mais pas à 100. Voilà, 2e sens du mot problème, c'est le sens, géométrique. Quand on parle d'un problème en géométrie, c'est un terme qui vient des Grecs, un probléma, et qu'Euclide, donc enfin, c'est le fondateur de la géométrie, des mathématiques, je dirais modernes, hein, même si c'était au 3e siècle avant, Jésus-Christ. Enfin, il écrit, en moins 300, donc à la Lycée en 3e et 4e siècle. Heu, donc même si c'est, moins 300 avant Jésus-Christ, bah, c'est finalement c'est ça, enfin, c'est Euclide qui a inventé la manière moderne de faire de la géométrie et qu'est-ce qu'il appelle problème? Bah, c'est, des, demandes de construction. Par exemple, le premier problème qu'il pose dans les éléments, hein, son ouvrage, c'est, comment construire à la règle et au compas un angle droit? D'accord, vous avez juste une règle, vous avez votre compas. L'angle droit, c'est, ouais, c'est une, figure spatiale et comment est-ce que alors qu'il y a ni angle droit sur la règle, ni au compas, comment construire un angle droit? Et donc ça, c'est voilà, un exemple de problème. C'est pas en ce sens-là qu'on va prendre le mot problème. Alors, j'ai oublié de marquer un sens du mot problème qui n'est pas non plus pertinent. C'est que souvent, dans le langage courant, quand on parle de problème, en fait, on parle de question. On emploie le mot problème et le mot question, de manière, interchangeable. C'est pas ça ne sera pas le cas ici. Alors, ce que je vais faire, donc vraiment c'est important de distinguer problème et question. D'ailleurs, je vais le marquer pour que ça soit très clair parce que sinon, heu, problème et c'est pas la même chose qu'une question. Voilà. Donc vraiment, retenez-le parce qu'il ne suffit pas de poser une question pour avoir posé un problème et tout problème ne prend pas la forme d'une question. Alors d'abord, je vais essayer de donner quelques exemples, de problèmes et ensuite, je vais essayer d'analyser ces exemples pour, voilà, essayer de formaliser un peu les choses. Donc, le problème, de Le Typhon, hein, qu'on avait déjà vu, je crois. Donc, quand Socrate, donc, pose à Euthyphron la question de savoir est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que c'est religieux ou anti-religieux? Est-ce que c'est pieux ou non pieux ou impie, d'intenter un procès à son père? La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si un acte est moralement bon? Hein, comment est-ce qu'on peut savoir si un acte est moralement bon? Comment est-ce qu'on peut savoir si un acte est pieux ou pas? Et en fait, ce que fait Platon dans la fin du dialogue, c'est qu'il pose un problème. Pourquoi il pose un problème? Parce qu'il montre qu'il y a 2 réponses possibles à cette question, et que chacune des 2 réponses semble également justifiée. C'est-à-dire que si vous prenez la première réponse possible, bah, pourquoi est-ce qu'un acte est moralement bon? C'est parce que Dieu prescrit cet acte. Si Dieu demande quelque chose, alors c'est une bonne chose, c'est bien de le faire. Donc c'est Dieu qui définit la morale. Autre réponse possible, c'est pas parce que, un acte est moralement bon que, Dieu prescrit cet acte, c'est parce que Dieu prescrit un acte que cet acte est moralement bon, hein. Je me suis un petit peu embrouillé dans ce que j'ai dit, hein, donc, la 1re hypothèse, c'est que Dieu ne peut rien nous, donner comme, prescription qui ne soit pas morale. C'est-à-dire que Dieu d'abord regarde ce qui est moral et après nous l'ordonne. Donc Dieu ne peut pas si quelque chose est immoral, il ne peut pas nous l'ordonner. La 2e réponse, c'est l'inverse. C'est la réponse de la toute-puissance de Dieu, y compris sur les vérités morales et donc Dieu peut très bien nous demander, de commettre un acte qui nous semble immoral, mais qui ne l'est pas réellement parce que c'est lui qui nous le demande. Par exemple, dans la tradition, judéo-chrétienne et musulmane, Dieu demande à Abraham, de tuer son fils. Bon, Abraham finalement ne tue pas son fils parce que Dieu l'en empêche, mais Abraham fait le geste d'aller tuer son fils. Donc si on réfléchit sur, la moralité, bah, spontanément, enfin, moralement, quand on passe pas par, la religion, on dirait que, tuer un enfant est un acte, abominable.
Mais ce que nous dit la tradition judéo-chrétienne et musulmane et islamique, c'est que euh, le fait que Dieu demande à Abraham de faire ce geste fait que ce geste est moralement bon et que ça sera un péché de la part d'Abraham de ne pas sacrifier son fils. Donc, on a deux grandes réponses à cette question. Enfin, là, donc, si vous voulez, ce que j'essaie de montrer, c'est que le problème que pose Socrate, c'est un problème qui est encore présent aujourd'hui et qui se pose exactement dans les mêmes termes. C'est est-ce que Dieu peut demander des choses qui sont immorales? C'est-à-dire que si je pense, si Dieu me demande de commettre un acte qui est moral, bah, je devrais me dire peut-être que ce n'est pas vraiment Dieu qui me le demande, peut-être que c'est juste moi qui me trompe. Ou alors, à l'inverse, si Dieu me demande, ou alors si je suis du côté d'eux, du côté judéo-chrétien islamique, bah, je me dirais si je suis certain que c'est Dieu qui m'a demandé l'ordre et que même si l'ordre me paraît immoral, en réalité l'ordre est moral. Donc ça, c'est un exemple de problème parce que les deux réponses semblent également bonnes. Ça semble difficile de concevoir que Dieu puisse nous demander des choses immorales. Ça semble choquer notre raison. Mais d'un autre côté, ça semble aussi impossible de concevoir que Dieu ait une limite et que Dieu puisse être limité par et que si Dieu nous demande quelque chose, qu'il puisse nous demander quelque chose qui est immoral. Donc si Dieu est bon et qu'il nous demande quelque chose, c'est que ce qu'il demande est forcément bon. Donc il y a des arguments pour les deux propositions. Pourtant, les deux ne peuvent pas être mis ensemble. Il y a pas de, là, ici, il n'y a pas de juste milieu, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, c'est un problème. On est obligé de réfléchir quand on est face à ces deux propositions. Voilà, c'est un exemple de problème. Alors, autre problème aussi qui vient de la tradition judéo-chrétienne islamique, c'est le problème du libre arbitre, alors qu'on peut poser, là je le pose à la manière de Kant, hein, mais on peut le poser de manière plus générale, c'est que si vous prenez ces trois religions, c'est trois religions qui ont en commun d'adhérer à la thèse du créationnisme, à adhérer à la thèse sur laquelle Dieu a créé le monde. Donc on est face à un Dieu qui est tout-puissant et qui est à l'origine de tout ce qui arrive dans le monde. Le problème, c'est que si Dieu est tout-puissant et qu'il est à l'origine de tout ce qui a créé dans le monde, tout ce qui arrive dans le monde, bah, au moment où moi je commets un péché, finalement c'est Dieu qui commet le péché. C'est-à-dire que si Dieu fait que tout ce qui arrive arrive, au moment où, je ne sais pas, voilà, au moment où j'ai une relation sexuelle en dehors de mon mariage, bah, à ce moment-là, ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui me fait agir. Donc je ne suis pas responsable. Et pourtant, dans les trois religions monothéistes, Dieu nous punit si on commet des actes qui ne sont pas conformes aux règles qu'il nous a données. Et donc, ça paraît contradictoire parce que c'est comme si je faisais faire quelque chose à quelqu'un et qu'après je punissais la personne pour ce qu'elle a fait. C'est comme si je démarrais la voiture et qu'après je tapais ma voiture parce qu'elle a démarré. Donc, il y a une contradiction. Comment est-ce que les religions monothéistes s'en sont sorties pour éviter cette contradiction? C'est qu'elles ont affirmé l'existence d'un libre arbitre. L'idée que les humains sont responsables, enfin, sont à l'origine de leurs actions, que ce n'est pas Dieu qui les fait agir. Donc ça, c'est pour le problème religieux du libre arbitre. La formulation philosophique, c'est la suivante. Donc tout événement, tout ce qui arrive dans le monde a une cause, et d'autre part, le libre arbitre, voilà, je ne sais pas si j'ai bien formulé, je vérifie. Donc, voilà, donc, comme que ce soit formulé, donc tout événement a une cause. Les décisions humaines n'ont pas de cause. Pourquoi? Parce qu'elles sont libres. Hein, donc, quand on dit qu'il y a un libre arbitre, on veut dire qu'il n'y a pas de cause qui détermine notre décision. Notre décision, c'est elle qui est à l'origine de notre action. Mais pourtant, on dit en même temps que les décisions humaines, c'est des événements. C'est quelque chose qui arrive. Donc, si tout ce qui arrive a une cause, enfin, et que les décisions, ça arrive, et que les décisions n'ont pas de cause, on a un problème parce qu'on a une contradiction. Alors, juste pour préciser encore un tout petit peu, ce problème-là, c'est une version qui est non religieuse du problème du libre arbitre, puisqu'au lieu de la première prémisse, euh, dans la première prémisse, j'ai remplacé donc, un énoncé qui est déterministe, l'idée que tout ce qui arrive a une cause. J'ai remplacé l'énoncé créationniste par un énoncé déterministe. Donc, le problème religieux du libre arbitre, c'est tout ce qui arrive arrive par Dieu, mais même si on supprime la référence à Dieu, si on dit tout ce qui arrive à une cause, on a exactement le même problème. Donc, le problème du libre arbitre, il est commun
à la fois à la pensée scientifique et à la pensée religieuse, d'une certaine manière. Voilà, donc là, j'ai choisi, de présenter le problème du libre arbitre, laïque, entre guillemets. Mais bon, c'est important de voir qu'il y a les 2. Hem, voilà, donc et là, vous voyez aussi qu'il y a il y a quelque chose qui va pas, quand on prend ces 3 propositions, il y a une sorte de il y a une contradiction et on est obligé de réfléchir. On ne peut pas juste laisser les choses comme ça. On est forcé de se mettre en mouvement et de mettre en mouvement notre réflexion. Alors bon, je vais peut-être passer ce problème-là parce que je ne vais pas vous donner tous les problèmes possibles. De toute façon, il y a en fait, attends, je vais ouais. Alors oui, le problème du mal qui me semble aussi important, donc c'est un problème le problème du mal qui se pose aussi, du point de vue, religieux, hein, quand on croit, quand on admet l'existence de Dieu. Donc si on définit Dieu dans les religions monothéistes, bah, Dieu, il est défini par 3 attributs. Il peut tout, il est omnipuissant, il sait tout, il est omniscient et il est bienveillant. C'est-à-dire que si vous supprimez l'un de ces attributs, c'est plus Dieu. Hein, s'il n'est pas bienveillant, c'est Satan ou c'est un Satan qui serait qui aurait pris la place de Dieu. S'il n'est pas omniscient, s'il est juste tout puissant et bienveillant, s'il se contente de pouvoir tout faire, mais il y a des choses qui ont lieu dans le monde et qu'il ne les connaît pas, qu'il ne sait pas qu'elles ont lieu, bah, ça ne serait pas non plus Dieu. Si il savait tout, qu'il voulait le bien de tous les êtres, mais qui était impuissant à changer quoi que ce soit, ça serait plus non plus Dieu. Donc, pour que vous ayez Dieu, il faut que vous ayez ces 3 propriétés. Ah, donc cette prémisse, elle permet voilà, c'est la définition de Dieu, du Dieu, dans les religions monothéistes. Deuxième prémisse, c'est que si Dieu est tout-puissant, omniscient et bienveillant, alors, le mal ne doit pas exister. C'est-à-dire que si, à une échelle humaine, si je peux, je termine juste, Isaac et je prends votre question. Donc si, voilà, j'ai la capacité, si je vois à côté de moi quelqu'un, voilà, si je vois que mon fils, va mettre les doigts dans la prise, donc je vois qu'il le fait, donc je le sais. Si j'ai le pouvoir de l'en empêcher et si j'ai pas envie qu'il s'électrocute, bah, normalement, il devrait jamais, pouvoir mettre, les doigts dans la prise devant moi. Donc si ces 2 prémisses, si après j'étends ça à un être qui saurait tout, qui peut tout et qui est bienveillant, la conclusion de ces 2 prémisses, si on prend ça comme un raisonnement au sens où on l'a vu la semaine dernière, c'est, que le mal ne devrait pas exister. Pourtant, troisième point, le mal existe. Donc on a une contradiction et un problème. Alors, Isa, vous pouvez poser votre question juste, oui, prenez la parole. Du coup, monsieur, excusez-moi, mais Oui? je sais pas si je suis le seul, mais pour moi, c'est bloqué la diaporama de travail de désambiguïsation. Ah bon? D'accord, Oui. c'est pareil pour tout le monde? Du coup, je sais pas si vous avancez ou bien c'est juste moi qui suis bloqué. Ah oui, non, mais Oui, vous moi, avez c'est raison, pareil. merci de m'avoir Ah averti parce d'accord. qu'effectivement, je vois que C'est c'est pas écrit. volontaire. Je vois Comment? effectivement. Voilà, donc Euh, OK. je Donc crois qu'il y a quelqu'un qui aussi est bloqué depuis le début du cours, en salle d'attente. oui, bah, ça je vous ai dit, moi après, une fois si vous arrivez en retard, je peux plus vous admettre, donc arrivez à l'heure, hein, je vais quand même l'admettre, mais dans le futur, j'admettrai plus les personnes qui sont en retard parce que je sais déjà que c'est pas évident de faire tout ça en distanciel. Si en plus il faut gérer, le chat, plus les arrivées, plus le PowerPoint, plus et cetera, pour moi c'est trop pour mes 2 mains et mon cerveau et mon ordinateur. Alors, par J'ai une contre question. ouais, Vous ouais, je m'entendez? vous écoute. Oui, oui, je vous entends. Attendez, parce que Euh, justement, je suis en train d'essayer de gérer l'entrée des gens en même temps. Alors, hop, invité, non, je crois qu'ils sont partis. Ah non, voilà. Bah, c'est bon, oui, posez votre question. si Satan punit ceux qui font le mal en les emmenant en enfer, c'est que en soi Satan est bon, non? Alors, Bon, pas que ce soit. alors peut-être que vous pouvez poser votre problème dans le commentaire du cours. Parce que là, mon but, c'est pas c'est des questions, en fait, je sais qu'elles donnent envie de discuter. Donc, si je commence à ouvrir la discussion sur chacun des problèmes, moi, je vais jamais terminer mon cours. Donc, posez votre problème dans la partie même exercice du cours. Voilà, et peut-être que d'autres personnes auront envie de répondre, ou moi, j'essaierai de répondre. Voilà, si OK? Parce que sinon je vais, chacun des problèmes que j'ai ouverts est énorme. Je D'accord? On va passer sur le dessus. Je comprends pas ce qui se passe là. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à partager?
J'étais en train de partager votre. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, bon, je vais essayer comme ça peut-être. Voilà, peut-être que comme ça. Et là, si je fais ça, ouais, c'est bon. Donc voilà, ça c'était ce que j'ai projeté, hein, tout simplement. Donc le problème de l'otifron, le problème du libre arbitre. C'est le problème du libre arbitre. Ça, j'ai passé. Et le problème du mal, ici. Donc ça, j'ai passé aussi. Voilà, donc voilà, j'ai mis une proposition de trop. Un autre argument qui est assez compliqué, mais que je vous donne quand même juste pour la culture philosophique, je fais une erreur. C'est celui qu'on appelle l'argument dominateur, que vous trouvez formulé dans les entretiens d'Épictète. Et Épictète soutient 3 propositions. Toute proposition vraie concernant le passé est nécessaire. C'est-à-dire que tout ce qui a eu lieu dans le passé ne peut plus ne plus avoir lieu. Hein, ce qui a eu lieu de manière nécessaire. On ne peut plus changer le passé. Deuxième chose, c'est que si vous avez de l'impossible, quelque chose qui est impossible, il ne peut pas en suivre logiquement quelque chose de possible. Pourtant, quand vous parlez du futur, le futur est possible. Donc, si vous mettez ces 3 propositions ensemble, bah, le passé est nécessaire, donc il est impossible qu'il ne soit pas. Le futur est possible. Le futur suit du passé. Et donc, il n'est pas possible que le futur suive du passé. Enfin, soit le futur suit du passé, et à ce moment-là, le possible suit de l'impossible, soit, le futur, voilà, soit le futur n'existe pas. Hein, donc, c'est le problème, c'est l'argument dominateur, qui vise à essayer de montrer que le temps n'existe pas, que le temps est une illusion. Le problème de la connaissabilité des inobservables, donc un problème qui est cette fois-ci très très contemporain, qui est traité, enfin, qui est formulé, enfin, qui est en centre de débat depuis une quarantaine d'années. Donc, quand on parle de la connaissance des faits du monde, des faits contingents ou empiriques, donc les faits qui sont contingents, c'est-à-dire par exemple je lève ma main ou tel objet pèse tant de kilos, etc. Cette connaissance-là, elle ne peut pas être le produit d'une déduction. Elle est forcément appuyée sur l'expérience. Donc, elle est empirique. Ça, c'est une première chose. Donc, tout ce que je sais sur le monde, je le sais par l'expérience. Deuxièmement, nous savons qu'il existe des électrons, des protons, des neutrons, des leptons, des bosons, etc. Donc, des objets qui ne sont pas observables. Et troisièmement, ces objets-là, l'existence des électrons, c'est un fait qui à la fois est un fait du monde, un fait contingent, et un fait qui est non empirique. Donc, ces 3 propositions sont incompatibles. Il y a une contradiction. Donc, soit on va dire que les scientifiques, en réalité, ne connaissent pas les objets inobservables. Quand ils disent qu'ils connaissent les électrons, jamais un scientifique n'a vu un électron. Hein, jamais il a vu un électron comme il a vu une table. Il a vu peut-être des images d'électrons au microscope, mais il ne voit pas l'électron, il voit l'image de l'électron. Donc, aucun scientifique n'a vu un électron comme il voit une table, ou comme il voit une main, ou comme il voit le soleil. Et pourtant, les scientifiques disent qu'ils connaissent les électrons. Donc, soit ils connaissent par d'autres moyens que l'expérience, soit en réalité ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'il y a des électrons. Voilà, bon, je ne vais peut-être pas vous assommer avec tous les problèmes possibles et imaginables, mais bon, un autre problème qui est très très célèbre, c'est le problème de l'induction, hein, qui prend la forme suivante. Donc, nous connaissons certaines propositions universelles au sujet de la nature. Par exemple, tous les corps s'attirent en fonction de leur masse et en fonction inverse de leur distance. Alors ça, c'est la deuxième loi, la loi de l'attraction universelle de Newton. Donc, si vous prenez, comment expliquer que la Lune reste autour de la Terre, c'est parce que la masse de la Lune et la masse de la Terre s'attirent l'une l'autre. Donc, il y a une forte attraction en fonction de leur masse. Mais en même temps, pourquoi est-ce que la Lune n'est pas collée à la Terre? C'est parce qu'il y a une distance entre elles qui fait que, entre autres, hein, parce que aussi la force d'inertie qui explique le fait que la Lune ne tombe pas sur la Terre, mais c'est aussi parce que la Lune est suffisamment loin pour que la force ne soit pas trop forte, trop importante. Donc la distance affaiblit l'interaction entre la Lune et la Terre. Et donc ça, c'est un énoncé qui est, la loi de l'attraction universelle, c'est un énoncé qui vaut pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça vaut pour mes deux doigts s'attirent en fonction de leur masse et en fonction inverse de leur distance.
Ça vaut pour le Soleil, ça vaut pour la Lune, ça vaut pour la Terre, ça vaut pour les marées, hein. Donc, c'est comme ça que Newton explique le phénomène des marées par la loi de l'attraction universelle. C'est l'attraction de la Lune sur l'océan. Donc, il semble que nous connaissions des propositions universelles au sujet de la nature. C'est une première proposition. Juste une remarque de forme, c'est qu'à chaque fois, je numérote les propositions. Et faites ça aussi quand vous donnez des arguments en forme dans vos discussions. Essayez de numéroter les propositions, comme ça, vous pouvez aller beaucoup plus vite pour savoir à quoi vous faites référence. Deuxième proposition, une proposition universelle ne peut pas être justifiée sur la base de l'expérience. Donc, quand une proposition universelle, c'est une proposition qui porte sur tout, je ne peux pas justifier une proposition qui porte sur tous les objets d'un certain type sur la base de l'expérience. Alors, on pourrait discuter sur cette proposition, mais si je prends la phrase sur laquelle tous les corps s'attirent en fonction de leur masse, Newton, pour arriver à cette proposition-là, n'a pas pris tous les corps possibles et imaginables pour voir s'ils s'attirent en fonction de leur masse. Donc, et personne pourrait tester cette loi sur la seule base de l'expérience. Or, troisième proposition, les propositions physiques doivent être nécessairement justifiées par l'expérience. C'est la même proposition que celle qui consiste à dire que quand on connaît des phénomènes contingents, on les connaît par l'expérience. Et quatrième proposition, pour savoir quelque chose, il faut le justifier. Donc, si pour savoir quelque chose, il faut le justifier, et si c'est impossible que je justifie par l'expérience des propositions universelles, et si toute proposition universelle physique doit être justifiée par l'expérience, alors il y a un problème, il y a une contradiction. Il faut que j'abandonne l'une de ces propositions. Voilà, j'ai été très vite. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Peut-être que je vais avancer. Je vais proposer l'analyse voilà, peut-être. Et après, je ferai une pause pour les questions. Voilà, donc on va essayer d'analyser maintenant ce que c'est un problème à partir de ces exemples. Donc, je vais reprendre le problème du libre arbitre en distinguant argument, problème et question. Donc, qu'est-ce que c'est ici un problème? Un problème, ça repose sur un raisonnement. Et un raisonnement repose sur la logique. Donc, le raisonnement ici, c'est la relation entre les trois propositions. Alors, du coup, ça pose la question de savoir quel est le rapport entre un argument et un problème. C'est-à-dire que si un problème est un raisonnement et si un argument, comme on l'a vu la semaine dernière, est un raisonnement, quel est le rapport entre les deux? En fait, c'est un argument et un problème, en droit, c'est la même chose, sauf que l'argument, la conclusion de l'argument, c'est la vérité d'une proposition, et que la conclusion d'un problème, c'est la fausseté d'une proposition. C'est-à-dire que ce que je veux, ou plutôt, c'est que l'argument, c'est trois propositions qui sont liées par une relation de déduction, et le problème, c'est trois propositions ou deux propositions qui sont liées par une relation de contradiction. Donc, la contradiction, c'est une notion logique, et pour montrer qu'il y a une contradiction, il faut aussi raisonner. Donc, si vous voulez, en un sens, argument et problème, c'est la même chose puisque ce sont des raisonnements, mais ce sont des raisonnements de type opposé, puisque un argument, c'est un raisonnement dans lequel, si on accepte les prémices, on doit nécessairement accepter la conclusion. Et le problème, donc l'idée centrale dans l'argument, c'est l'idée de conséquence nécessaire. Quand on est face à un problème, l'idée centrale, c'est l'idée de contradiction entre différentes propositions. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on peut distinguer un argument et un problème. Du coup, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, vous pouvez l'appliquer à la notion de problème. C'est-à-dire qu'on a vu qu'un argument, il a des prémices. De la même manière, un problème, il a des prémices. Sauf que le problème, il n'a pas de conclusion, parce que vous ne savez pas, vous avez juste des prémices qui se contredisent, mais vous ne savez pas quelle est la conclusion du problème. Donc là, les trois propositions que j'ai numérotées, c'est trois prémices du problème. Donc un problème, c'est quoi? C'est plusieurs prémices. Je ne crois pas que j'ai marqué la définition. Non, je n'ai pas marqué la définition. Donc, si je vous donne la définition d'un problème, donc essayez de la retenir, c'est plusieurs prémices ou plusieurs propositions qui semblent également vraies, mais qui sont incompatibles. C'est ça la définition d'un problème. Donc, un problème, c'est plusieurs propositions qui semblent toutes également vraies, mais qui sont incompatibles. Donc, comme dans le cas des propositions
qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que si vous prenez le problème de le tifron, bah, ça semble également vrai que si une chose est morale, alors Dieu ne peut pas nous ordonner le contraire. Et ça nous semble également vrai que si Dieu nous ordonne quelque chose, alors cet acte devient moral. Les deux propositions semblent également vraies, mais elles sont incompatibles. Est-ce que vous avez une question à ce stade-là? Je regarde, je vérifie si je ne suis pas tout seul. Ah, ok. C'est- Monsieur, je crois qu'on est tous là. Enfin, je Ah me fais- d'accord, ok, oui, non, parce que ça m'inquiétait un petit peu. Merci, c'est gentil d'avoir répondu. Euh, hop, je ne sais pas pourquoi il y a le chat qui est apparu maintenant. Voilà, donc du coup, votre travail sur travailler sur un problème philosophique, ça consiste à essayer déjà de découvrir des propositions qui semblent également vraies et qui sont en contradiction les unes avec les autres. Donc qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut que vous essayiez de montrer pourquoi est-ce que chaque proposition semble vraie, et il faut que vous essayiez de montrer pourquoi elles sont incompatibles. Donc, travailler sur un problème philosophique, ça consiste à montrer pourquoi chaque proposition est vraie et montrer pourquoi elles sont incompatibles. Et si vous lisez, enfin, ce que je vous conseille de faire, les dialogues de Platon, et notamment ceux de la première période, ceux où Socrate est mis en scène, bah, c'est ce que fait Socrate dans chacun de ses dialogues. Socrate, le moment où il enclenche la discussion philosophique, c'est le moment où il formule un problème, donc, où il y a des propositions qui semblent également justifiées, mais qui sont incompatibles. Alors, quelle est la différence entre un problème et une question? Bah, c'est très simple. C'est qu'un problème, c'est un raisonnement. C'est trois propositions ou deux propositions qui sont incompatibles. Et une question, c'est simplement la demande une demande d'information, une demande de réponse. Donc, c'est deux choses qui sont très différentes. Le problème, il est formulé sous la forme d'une série d'affirmations qui sont incompatibles. Une question, elle est formulée avec un point d'interrogation, etc. Voilà, donc on peut après distinguer dans le vocabulaire plusieurs notions. Donc, ce qu'on appelle des paradoxes. Donc, il faut distinguer un problème et un paradoxe. Qu'est-ce que c'est un paradoxe? C'est une opinion qui contredit l'opinion habituelle, l'opinion établie. Ah, donc, par exemple, ce que dit Socrate, il il défendait des paradoxes, c'est-à-dire des thèses, mais des thèses qui, quand on les énonce, font rire ou suscitent le mépris. On se dit, non, mais c'est pas possible de croire quelque chose d'aussi débile. Et parce que ça heurte le sens commun. Donc, quand Socrate dit nul n'est méchant volontairement, on se dit, mais voilà, c'est pas possible que ce soit vrai. Ou quand Socrate dit il vaut mieux subir l'injustice que la commettre, c'est un paradoxe parce que ce que vous voyez, c'est que tout le monde, ou la majeure partie des personnes, sauf exception, quand semblent préférer commettre des injustices plutôt que d'être la victime d'une injustice. On préfère être la personne qui assassine que la personne qui est assassinée, ou etc. Bon, après, j'espère vous n'aurez jamais choisi entre les deux, mais en tout cas, ça semble contre-intuitif. Donc ça, c'est un paradoxe. Donc c'est pas pareil qu'un problème. Un paradoxe, en fait, c'est une thèse, c'est juste une proposition. Un problème, c'est plusieurs propositions, puisqu'il faut que vous ayez une contradiction. Alors, il faut distinguer un paradoxe au sens simplement de ce qui va contre l'opinion courante, l'opinion commune, et un paradoxe au sens de paradoxe logique. Qu'est-ce que c'est un paradoxe logique? C'est ou au sens mathématique, un paradoxe, c'est une proposition qui, quand on c'est une proposition ou un raisonnement qui a comme conséquence la négation de sa prémisse. Donc un paradoxe au sens logique, c'est un raisonnement dont la conclusion est la négation d'une des prémisses. Alors, par exemple, un paradoxe très très célèbre, c'est le paradoxe de Russell, qui porte sur la notion d'ensemble en mathématiques. Donc, Russell énonce la phrase suivante: il existe un ensemble dont tous les ensembles, de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Il existe un ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. Du coup, quand vous énoncez cette phrase, vous pouvez demander: est-ce que l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient lui-même ou ne se contient pas lui-même? Si cet ensemble se contient lui-même, il ne se contient pas lui-même, et si cet ensemble ne se contient pas lui-même, alors il se contient lui-même. Donc dans tous les cas, on a une contradiction.
Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus chez vous à tête reposée. Ne le faites pas trop longtemps parce que vous allez devenir fou si vous réfléchissez trop longtemps là-dessus. En fait, c'est le même type de paradoxe que le paradoxe du menteur. Hein, donc, le paradoxe du crétois aussi, qu'avait inventé un grec. Quand je dis je mens, bah, si il est vrai que je mens, alors je dis la vérité et donc je ne mens pas. Et si quand je dis je mens, je ne mens pas, alors je mens donc je ne mens pas. Etc., etc. Alors, on peut distinguer aussi un problème d'une énigme. Qu'est-ce que c'est une énigme? Bah, c'est un exemple très célèbre d'énigme, c'est l'énigme du Sphinx que le Sphinx adresse à Oedipe. Hem, donc, quand le Sphinx demande, enfin, même pas simplement à Oedipe, mais aux Thébois, aux gens de Thèbes, dont il assiège la ville, voilà, son énigme. Donc, quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le soir? Donc, quel est l'animal qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes le midi et à 3 pattes le soir? Quand il pose cette énigme, qu'est-ce que fait le Sphinx? En fait, c'est simplement qu'il emploie un langage codé. C'est-à-dire que la réponse, vous la connaissez toutes et tous, c'est un homme, c'est l'humain. Parce que l'humain, quand il est enfant, marche à 4 pattes. Quand il est adulte, il marche sur 2 jambes. Et quand il est âgé, il a besoin d'une canne. Donc, c'est une énigme. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste de traduire les mots. C'est-à-dire qu'il parle avec un langage voilé. Quand il parle d'animal, donc déjà, c'est pas évident que ça fait référence à l'homme, mais bon, on peut l'admettre. Mais quand il parle ensuite de matin, midi et soir, en fait, par matin, il faut entendre enfance, midi, il faut entendre la maturité, et le soir, il faut entendre la vieillesse. Donc, il emploie un langage codé, et d'autre part, quand il dit 2 pattes, 4 pattes, ça va pour un enfant, mais 2 pattes, c'est pas comme ça qu'on parle. Donc, s'il a dit sur ses 2 pieds, on aurait tout de suite compris. Et à 3 pattes, une canne, c'est pas une patte. Donc, pour comprendre l'énigme, il faut faire un travail simplement de traduction. On peut distinguer aussi le problème et le mystère. Donc, le mystère, c'est une invention qui est chrétienne, qui vient du dogme chrétien. C'est que dans le christianisme, il y a des propositions. On demande aux croyants de croire des propositions qui sont, semble-t-il, incohérentes, incompatibles, et qui pourtant sont également vraies. Par exemple, c'est le dogme de la Trinité. Selon le dogme de la Trinité, Dieu est à la fois 3 et 1. Dieu est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais en même temps, le christianisme est une religion qui est monothéiste. Donc, il faut à la fois accepter la proposition sur laquelle Dieu est 3 et Dieu est 1. Et l'idée de mystère, c'est l'idée que, bon, si on était en philosophie, ça serait un mystère, un problème qu'il faudrait résoudre, mais comme on n'est pas en philosophie, comme on est dans le domaine de la religion, là, il faut admettre que la raison humaine ne peut pas tout comprendre. Donc, qu'est-ce que c'est un mystère? C'est un problème dont on énonce dogmatiquement pour des raisons religieuses qu'il est impossible pour la raison humaine de le résoudre. Et enfin, un dilemme, alors je ne vais peut-être pas tout lire, mais qu'est-ce que c'est un dilemme? C'est quand vous avez 2 options et que chacune des 2 a une conséquence qui est négative, ou que quand vous avez 2 options et que chacune des 2 conduit à une conséquence fausse. Alors, je voulais aussi comparer un problème et une objection. Donc une objection, c'est quand on essaie de montrer une thèse n'est pas bonne. Donc voilà, si je reprends attends, il faut que je vérifie ce que voilà. Oui, voilà. Donc si je reprends, supposons une discussion entre 2 personnes, une personne qui croit et une personne qui ne croit pas. Donc la personne qui croit dit Dieu est tout-puissant, omniscient et bienveillant. Dieu est tout-puissant. Si Dieu est tout-puissant, omniscient et bienveillant, le mal ne doit pas exister. Mais pourtant, elle admet que le mal existe. Donc, la personne qui n'est pas. Comment dire? Non, attendez, je crois que je me suis un petit peu embrouillé. Oui, non, je pense que j'ai pas bien formulé mon raisonnement. Attendez, je reviens en arrière. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faudrait dire. Mince, pourquoi ça bug? Non, je vais juste faire comme ça, ce sera plus simple.
Donc là, ouais, non, mon raisonnement, il est pas bon. Comment est-ce que je peux le rectifier? Le mal ne doit pas exister. Ouais, en fait, c'est un Pour voir combien de temps ça devait. comment? Allô? Isaac? Non, excusez-moi, monsieur, c'était rien. Ah, d'accord. Donc, oui, alors non, en fait, je crois que le mieux, c'est de faire comme ça, voilà. Non. Mmh. Ah bon, excusez-moi, là, mes slides vont pas du tout, elles vont pas du tout bien. Hem, donc, en fait, donc, ouais, si je reprends ce raisonnement, donc, si je supprimais, donc, voilà, ouais, non, je crois que je vais juste vous donner le raisonnement de Voltaire, voilà, ce sera plus simple. Voilà, donc ça, c'est le raisonnement de Voltaire. Donc, le raisonnement de Leibniz, il consiste à dire: «Puisque Dieu est tout-puissant, omniscient et bienveillant, et que, si Dieu, est tout-puissant, omniscient et bienveillant, le mal ne doit pas exister, alors le mal n'existe pas». Et qu'est-ce que fait Voltaire dans Candide, que vous devez avoir lu, je pense? Bah, dans Candide, ce que fait Voltaire, c'est qu'il dit: «Évidemment que le mal existe» et du coup, ça génère un problème. Le problème, que j'ai posé au départ, c'est-à-dire que si, donc si vous pouvez avoir la forme d'un argument. Vous dites: «Là, c'est juste un argument. Si, la prémisse 1 et la prémisse 2 est vraie, alors la conclusion est vraie». Mais si vous refusez la conclusion, de l'argument, alors vous avez un problème puisque, vous avez, voilà, 1, 2 et 3, le mal existe, qui est incohérent. Donc finalement, comment est-ce qu'on passe, de, l'objection au problème? Bah, c'est tout simplement quand on refuse, la conclusion, d'un argument. Si j'accepte les 2 prémices, d'un argument, mais que je n'accepte pas la conclusion, alors j'ai formulé un problème. Ah donc, je le redis, donc si on accepte les 2 prémices d'une objection, mais qu'on n'accepte pas, si on accepte les 2 prémices d'un argument, mais qu'on n'accepte pas sa conclusion, la thèse, alors on a formulé un problème. Donc objection et problème sont 2 notions qui sont très proches l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'objection que quelqu'un m'adresse, quand, il me dit, évidemment que ta conclusion est fausse, quand il refuse la conclusion, bah, ça permet de formuler un problème. Donc finalement, c'est le dialogue, qui, me permet de générer, des problèmes puisque si autrui essaie de me montrer, en prenant des prémices que moi je juge vraies, que ma conclusion est fausse et que je veux malgré tout tenir ma conclusion, donc bah, je vais être forcé de résoudre un problème. Voilà, alors, maintenant la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour résoudre un problème? Et alors vous avez, 4 stratégies. Première stratégie, donc là je m'appuie aussi sur le cours de la semaine dernière, sur le cours sur l'argument, bah, c'est les mêmes stratégies en fait que quand on est face à un argument. Première stratégie, c'est de montrer que le problème est formellement faux. C'est-à-dire que c'est un paralogisme, exactement comme un argument peut être un paralogisme. Donc on montre qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction, que croire qu'il y a une contradiction, c'est faire une erreur de logique. Deuxième, manière de résoudre le problème, c'est montrer que le problème est matériellement faux. Donc ça consiste à montrer que l'une des prémices est fausse, qu'en réalité, même si elle paraît vraie, elle est fausse. Donc, un exemple de problème formellement faux, bah, c'est le problème, du mal que j'ai posé. Je crois pas que je l'ai marqué là. Si je vous reprends le problème, du mal que j'avais, énoncé ici, heu, voilà un exemple de problème formellement faux. Bah, pourquoi est-ce qu'il est formellement faux là, le problème, du mal? Parce qu'il y a pas de contradiction en fait, entre les 3 propositions. Pourquoi il y a pas de contradiction? Parce que j'ai pas dit que Dieu existait. Si Dieu n'existe pas, il y a aucune contradiction entre ces 3 propositions. Hein, donc, si je définis Dieu comme tout-puissant, omniscient et bienveillant et si, Dieu est tout-puissant, omniscient et bienveillant, le mal ne doit pas exister, heu, bah, ça exclut pas du tout que le mal existe. Donc si je dis, que, je définis le Père Noël comme, la personne, qui, distribue, plein de cadeaux, des cadeaux à tout le monde dans le monde entier. Je dis: «Si le Père Noël existe, alors je dois avoir des cadeaux, le jour du 24 décembre». Je n'ai pas de cadeau le jour du 24 décembre, c'est un problème. Mais comme j'ai pas dit: «Le Père Noël existe», j'ai juste défini le Père Noël.
il n'y a pas de contradiction. Donc il faut, pour qu'il y ait un problème, il faut ajouter une prémisse. Pour que le problème il soit formellement bon, il faut ajouter une prémisse, il faut dire que Dieu existe. Sinon, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je reformule mon problème. Dans la deuxième proposition, j'ai ajouté Dieu est existant, tout-puissant, omniscient et bienveillant. Parce que sinon, il n'y a pas de... et puis même là, en fait, mon problème n'est pas bien formulé parce que j'aurais dû dire si Dieu... enfin, je pense qu'en fait, une meilleure formulation du problème, ce serait... Ah oui, non, non en fait, si j'ai bien formulé parce que j'ai ajouté la quatrième proposition, Dieu existe à la fin. Vous voyez. Hop. Voilà, Dieu existe. Hein, donc, comme j'ai ajouté la prémisse Dieu existe, bah là, j'ai un problème qui est une vraie contradiction. Mais auparavant, c'était un faux problème. Et donc, pour résoudre le problème, il suffit juste de dire, de faire remarquer qu'il y a une erreur logique. Donc, c'est la première manière de résoudre un problème. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi facile. Ou heureusement, parce que sinon on s'ennuierait. Donc, deuxième manière de montrer de résoudre un problème, c'est de montrer que le problème est matériellement faux. Et alors, ça consiste à faire quoi? Bah, ça consiste à rejeter l'une des prémisses du problème. C'est-à-dire qu'on a vu que le problème, c'est plusieurs prémisses qui sont incompatibles. Bah, si je refuse l'une des prémisses du problème, alors il n'y a plus de problème. C'est ce que fait Leibniz face au problème du mal. Leibniz dit bah, le mal n'existe pas. Donc je rejette la troisième proposition. Le mal n'existe pas, et donc il n'y a plus Dieu existe. Et si Dieu existe, il n'y a pas de mal, donc le mal n'existe pas. Donc c'est une première conclusion. Je peux aussi conclure que Dieu n'existe pas. Hein, donc ça, c'est la solution athée. Si le mal existe et si l'existence de Dieu implique que le mal n'existe pas, alors ça réfute l'existence de Dieu. Donc Leibniz refuse l'existence du mal et l'athée refuse l'existence de Dieu. Mais dans chacun des cas, chacune des deux solutions consiste à lever la contradiction en montrant que l'une des prémisses du problème est fausse. Autre manière de résoudre le problème, c'est de montrer que le problème est conceptuellement faux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose que ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que c'est un sophisme. C'est-à-dire qu'il y a un des termes qui est employé en deux sens différents, qui donne l'impression, de manière à donner l'impression qu'il y a une contradiction, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Voilà, et enfin, quatrième solution, c'est inventer une proposition qui, si elle est ajoutée, évite la contradiction. Alors, je vous ai donné un exemple de travail sur un problème qui s'appuie sur une ressource que je vous conseille d'utiliser, qui s'appelle Encyclophilo. Je crois que j'ai marqué la référence quelque part. Non, moi, je n'ai pas la référence. Si c'est plus, ça doit être plus bas. Attends, voilà. Là, ici, encyclophilo.fr. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette ressource qui est en ligne. Et vous avez deux types d'articles, grand public et de recherche. Je vous conseille d'utiliser les articles grand public où vous avez l'exposition de problèmes et des solutions possibles à un problème philosophique. Voilà, donc si on prend le problème du libre arbitre, donc ça je m'appuie sur cet article de Jean-Baptiste Guillon dans Encyclophilo. Donc si on prend l'exemple du problème du libre arbitre, donc on a trois propositions qui sont incompatibles et vous avez plusieurs solutions possibles au problème. Première solution, c'est ce qu'on appelle le compatibilisme, qui consiste à dire que toutes les propositions peuvent être simultanément soutenues. Donc on peut à la fois dire que tout événement est une cause, que les décisions humaines n'ont pas de cause et que les décisions humaines sont des événements. Donc ça suppose, pour être compatibiliste, de montrer qu'il y a un problème dans les définitions, qu'il faut changer le sens des mots, qu'il y a un travail conceptuel à faire de définition pour montrer que la contradiction n'est qu'apparente. Donc le compatibilisme, il implique d'utiliser la troisième stratégie de résolution de problème. Donc l'incompatibilisme, c'est montrer qu'il y a une incompatibilité entre les propositions et du coup qu'on est obligé d'en rejeter. Donc là, compatibilisme, incompatibilisme, c'est du vocabulaire que vous pouvez utiliser pour essayer d'explorer différentes réponses possibles à un problème et d'indiquer quelles sont les réponses que vous envisagez. Et à chaque fois, vous avez ces options-là. Soit vous êtes compatibiliste et vous pensez que toutes les prémisses qui constituent le problème peuvent être maintenues, soit vous êtes incompatibiliste et vous pensez qu'il faut en éliminer une ou plusieurs. Donc vous avez plusieurs théories incompatibilistes du libre arbitre. Le nécessitarisme, qui rejette la deuxième proposition, qui pense que toutes les décisions humaines ont une cause. Donc c'est la position de Spinoza, par exemple, qui pense qu'on n'est pas libre, que le libre arbitre est une illusion. Et à l'inverse, vous avez le libertarisme, qui consiste à dire qu'il y a des événements qui n'ont pas de cause,
donc il rejette la première prémisse. C'est la solution de Descartes, qui pense qu'on a un libre arbitre et donc qu'il y a des événements sans cause. Voilà, donc du coup, ce qui est intéressant là enfin, comme un peu la morale de toute cette histoire, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est un travail philosophique? Un travail philosophique, il est de 2 types, ou même de 3 types, si vous devez réfléchir sur les philosophes. Vous avez 3 types de philosophes. Vous avez des philosophes qui inventent des problèmes. C'est les philosophes les plus importants. Donc ils inventent des problèmes, c'est des nœuds, les problèmes, à partir desquels il va y avoir plusieurs solutions possibles. Donc vous avez un deuxième type de philosophe qui invente des solutions à un problème, donc ils sont un peu moins importants. Parce que c'est plus facile d'inventer une solution que de découvrir un vrai problème. Et vous avez un quatrième type de philosophe qui n'invente pas de problème, qui n'invente pas de solution à un problème, mais qui invente des arguments pour une solution possible à un problème. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Je ne l'ai pas marqué encore, mais qu'est-ce que c'est travailler un problème? C'est explorer l'espace logique des solutions possibles, c'est-à-dire essayer de voir quelles sont toutes les solutions possibles à un problème. Et c'est ce que vous devez faire quand vous travaillez sur un problème et dans une dissertation. Vous ne devez pas juste chercher une réponse possible à un problème, vous devez voir quelles sont toutes les réponses possibles au problème. Et c'est ça qui fait que votre réponse, la réponse qui vous semble la meilleure, elle sera ensuite justifiée. C'est parce que vous avez exploré toutes les réponses possibles au problème que celle que vous allez choisir sera justifiée parce que vous pourrez montrer que les autres n'étaient pas bonnes. Si vous n'avez pas pensé aux autres solutions possibles, celle que vous avez choisie, vous l'avez juste choisie au hasard. Vous l'avez choisie sans vous demander si les autres solutions n'étaient pas meilleures. Donc, qu'est-ce que c'est travailler un problème? C'est explorer l'espace logique des solutions possibles. C'est-à-dire, par exemple, sur le problème du mal, c'est vous demander est-ce que la réponse AT est une bonne réponse? Est-ce que la réponse de l'existence de l'inexistence du mal est une bonne réponse? Est-ce qu'il y a d'autres réponses possibles? On pourrait redéfinir Dieu aussi, dire qu'on a mal conçu Dieu. Hein, c'est peut-être la réponse chrétienne est peut-être celle-là. Quand les chrétiens inventent, ou quand inventent, si je parle d'un point de vue athée, si je parle d'un point de vue religieux, enfin, je vais juste parler d'un point de vue athée, tant pis. Donc, l'idée d'un Dieu qui est tué sur la croix, qui est tué par les humains, c'est l'idée d'un Dieu impuissant. Donc, c'est une redéfinition de Dieu qui permet peut-être de résoudre le problème du mal, de dire que Dieu souffre avec les humains. Voilà, donc le travail sur le problème conduit à produire une terminologie qui n'est valable que dans le contexte de ce travail. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous travaillez sur un problème, chaque proposition, vous pouvez lui donner un nom et donc vous inventez un vocabulaire pour le travail sur le problème. Donc, il faut inventer des appellations qui soient à la fois justes, commodes et consensuelles. Le travail sur le problème, il est collectif, puisque les objections qui sont adressées par un camp deviennent des problèmes pour un autre. Donc, c'est une bonne nouvelle, en fait, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, parce que les objections que la personne vous donne, elles deviennent des problèmes pour vous, elles vous permettent de progresser. Donc, c'est un travail qui est collectif, l'exploration d'un problème. Il faut distinguer des problèmes externes et des problèmes internes. Alors, bon, je vais pas trop, je vais pas rentrer là-dedans. Voilà, mais juste une représentation de ce que c'est le travail sur un problème, c'est que vous avez votre problème et vous avez plusieurs hypothèses de réponse au problème. Et votre travail, ça consiste à poser le problème et ensuite à envisager les différentes hypothèses de réponse et à examiner laquelle est la meilleure. Et qu'est-ce que c'est examiner laquelle est la meilleure? C'est examiner les arguments et les objections contre chacune des hypothèses. Voilà, et bon, ça, je n'ai pas commenté. Donc ça, je vais le laisser, je vais mettre le PowerPoint en ligne pour que vous le voyez, ou même tout simplement aller sur la page Jean-Baptiste Guillon pour avoir un exemple de quelqu'un qui travaille sur un problème et qui examine les différentes solutions possibles. Voilà, donc je crois que je vais arrêter là parce que j'ai été hyper vite et j'aimerais vous laisser un peu de temps pour les questions quand même. Alors, Baptiste, bonne question. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui pose la question et Hilario trouve que j'ai posé une bonne question. Baptiste, le compatibilisme implique-t-il différentes acceptions d'un même mot? Disons que quand vous êtes compatibiliste, vous pensez que toutes les propositions peuvent être vraies en même temps. Et donc, il semble que la meilleure manière d'être compatibiliste, c'est de penser que il y a un sophisme, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui est employé en plusieurs sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vous faire réapparaître. Arrêtez de partager.
Non? J'ai été trop vite? Bon. Bah, écoutez, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions ensuite, si vous regardez oui, voilà, je sais, j'étais trop vite. Mais en fait, ralentissez-moi, hein, quand je vais parce qu'il vaut mieux peut-être que je fasse moins je passe pas tout mon matériel, mais que j'aille plus lentement. Voilà, mais regardez encore le cours et puis regardez celui de la fois précédente parce que les 2 sont vraiment liés. Ah d'accord, si c'est clair, ça donc les 2 sont vraiment liés et ils vont ensemble, donc il faut que vous voyez le lien entre les 2. Voilà et puis faites les exercices comme ça vous allez pouvoir, remettre en pratique là ce qu'on a vu, aujourd'hui. OK, bon, bah, j'ai l'impression que je vous ai assommé, mais bonne semaine et à bientôt sur le forum. Merci monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.